Question numéro un. On n'arrête pas de décliner la mondialisation comme si ce n'était qu'un phénomène économique, ce qui fait d'ailleurs qu'on ne traduit la mondialisation qu'en termes économiques. Ça ne veut pas dire que la mondialisation n'est pas un phénomène économique. L'ouverture du marché, il faut un peu regarder à l'échelle du monde. C'est quand même nous qui avons le plus ouvert dans le marché à l'échelle européenne, ce qui est un de nos problèmes. Ce n'est pas le cas des émergents, la plupart du temps, qui sont très protectionnistes. Mais d'un mot, la mondialisation, les Français pensent n'être pas dedans. Et ils n'en veulent pas parce que c'est réduit aux délocalisations. Personne ici se réjouit des délocalisations. C'est une évidence. Donc on veut revenir à un modèle industriel qui n'a plus nécessairement de sens. Encore faut-il penser. Dans la revue, il y a un article de Philippe Askenazi qui est très clair là-dessus. Il ne faut pas simplement se contenter de dire désindustrialisation. Il faut repenser un modèle industriel à l'heure des nouvelles technologies. Et ça m'amène à la remarque qui est peut-être centrale. Les Français ne veulent pas de la mondialisation. Ils sont mondialisés comme tout le monde par Internet. Car la mondialisation, c'est d'abord, on ne serait peut-être pas là, c'est d'abord un phénomène, comme l'a été la révolution industrielle, un phénomène technologique. Je ne suis pas marxiste, je n'explique pas tout par les infrastructures. Si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, le monde virtuel qui se met en place et qui a des traductions dans le monde réel, et le monde qui est le nôtre, on ment, tout simplement. Je veux dire, s'il n'y a pas cette pédagogie minimale, alors que même la campagne nous a fait arriver à Twitter, à Facebook, on découvre sa place Tahrir, etc., on découvre tout ce monde des réseaux sociaux et on fait comme si nous, on était en dehors du jeu. C'est d'abord un phénomène technologique qui a des implications économiques et qu'il faut décliner comme tel. Ensuite, on pourrait continuer. La mondialisation, c'est un phénomène politique très profond. Ce sont les États, et la plupart du temps les États occidentaux, qui ont ouvert le marché, qui sont à l'origine. Et maintenant, on est tous à vouloir refaire de l'État, alors que c'est les États qui ont ouvert les vannes. Il faut un peu se poser des questions, parce que je pense que la question centrale aujourd'hui, qui devrait être au centre de la campagne, c'est le nouveau rôle de l'État, dans un contexte qui est complètement différent. C'est plus l'État gaulien d'hier, l'État très centralisé, etc. On voit très bien arriver le débat État-collectivité territoriale. Oui. Mais ça, c'est l'infra. Mais il y a le supra qui est aussi l'État et le monde. Mais tout ça va de pair. Le monde, il se vit à plusieurs échelles. On ne peut pas le penser uniquement par rapport à l'État central. Donc là, je m'arrête, on a une question décisive. On a un pays qui aime l'État, on a un pays qui aime le présidentialisme, on a un pays qui aime la centralité. Et on est un pays très désaccordé. Il ne s'agit pas de s'adapter. Il s'agit, avec notre roman national, avec notre culture politique, de trouver les bons aiguillages dans une mondialisation où on a bien entendu notre place. Rome, parce qu'en André 23, il avait confiance, c'était un homme qui a été son bras droit pendant toutes les années de son ministère de prêtre et d'évêque à Paris. Est-ce qu'il reste, si vous deviez caractériser l'héritage de Jean-Marie Lustiger aujourd'hui, dans l'Église catholique d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? Après la grande dépression des années 60-70, la crise qui a suivi le Concile Vatican II avec les lefévristes, les intégristes, crise qui n'est pas complètement terminée, après la crise de mai 68, après le départ de 7 à 8 000 prêtres dans les années 70, il a redonné une place, il a restauré une image, un statut, un prestige à l'Église catholique. Contre le catastrophisme des chiffres, parce que l'Église catholique ne se porte pas bien, les chiffres des pratiquants le montrent, malgré le catastrophisme des chiffres, il a incarné une sorte d'esprit de résistance, quoi. Et je ne dis pas que les choses vont mieux aujourd'hui, mais il a été une voix déterminante pour redonner confiance dans le monde catholique français et dans une parfaite ouverture avec les autres communautés, notamment la communauté juive. Il disait toujours « Je suis né juif », disait-il avant de mourir, « Je meurs juif, mais j'ai été catholique de confession ». Et il a été un des grands responsables de l'Église catholique. C'est quand même ça qui marque vraiment son exceptionnalité. Exceptionnalité. Mais il n'a jamais été élu président de la conférence des évêques de France parce que son tempérament de converti, son tempérament de zélote, au fond, l'empêchait de passer les compromis souhaitables dans toute institution. Et il avait un tempérament beaucoup trop fort. Il avait le sentiment qu'il incarnait le choix de Dieu, quoi. Il avait choisi lui-même Dieu en se convertissant à 14 ans, mais Dieu l'avait choisi. Il avait le sentiment que par son autorité, c'était Dieu qui s'adressait à travers lui. Donc il n'écoutait pas les critiques. Et il avait un tempérament très fort et très puissant. autoritaire. Et il suscitait des réactions de jalousie autour de lui.
En tout cas, pour retrouver donc la vie et l'héritage et les réflexions de la vie qui parsème l'œuvre et la vie de Jean-Marie Lustiger, je renvoie donc à votre biographie, Henri Tinck, éditée chez Grasset. Merci. Et pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos d'Olivier Mongin et d'Henri Tinck, vous avez naturellement rendez-vous à tout moment sur publicsena.fr.